Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Recadrer les débats, c'est bien beau, répondront certains à Paul Atangandji, ministre de l'administration territoriale, qui, lors de sa descente vendredi dernier à Douala, affirmait ouvertement que certains médias basés dans la capitale économique organisent des débats dans l'optique de saper l'action gouvernementale ou encore de saper le moral de nos forces de défense et de sécurité. Saper l'action gouvernementale alors que ceux chargés de venir défendre le projet des grandes opportunités, là je cite Paul Atangandji, sont invisibles sur les plateaux de télévision. Lorsque, et ce, à quelques exceptions près, un membre du gouvernement se présente à la presse, c'est pour un point de presse et non une conférence de presse. Pourquoi refuse-t-il de débattre? Une préoccupation valable également pour tous les élus RDPC et opposition confondus. Madame, Monsieur, Equinox Soir, c'est tout à l'heure à 20h la grande édition d'information présentée par Cédric Noufelet, tout de suite après le débrief. Tout de suite et maintenant, Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Débat public interdit aux membres du gouvernement et aux élus, c'est une interrogation. Madame, Monsieur, pour en parler ce soir, je suis avec Aaron Begeni avec. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain Autou. Bonsoir aux co-panélistes. Bonsoir à l'association des chefs qui sont des auxiliaires de l'administration et qui devraient le demeurer sans se mêler du militantisme politique. Ok, voilà. Membre de la société civile, Aaron Begeni avec. En face de vous, docteur Isaac Essam. Bonsoir, docteur. Bonsoir et merci de l'invitation. Voilà, sociopolitiste, c'est bien cela? C'est bien cela. Donc vous comprenez bien de quoi il sera question ce soir. D'autant plus qu'au-delà de la casquette de sociopolitiste, j'ai été aussi formé en administration des collectivités locales. Donc voilà. C'est un domaine que je comprends très bien. Ok, bienvenue sur le plateau. En face de vous, Foting Zodjou. Bonsoir Foting. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à mes co-panélistes ainsi qu'aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Voilà, Foting Zodjou aujourd'hui qui représente le MRC ainsi que les alliés. Oui, il va falloir s'y habituer. Hein? Oui, je représente le mouvement pour la renaissance du Cameroun ainsi que les alliés de la coalition. Voilà, sur ce plateau ce soir. Bienvenue Foting. Vous avez suivi la sortie du ministre l'administration territoriale vendredi dernier. Il a tiré à boulet rouge sur la presse qui organise des débats, de manière, il a dit sciemment, pour saper le moral et des troupes et de tout ce que le gouvernement, toute l'action gouvernementale. Oui, il faut dire... Le problème aujourd'hui se pose, qui est-ce que la presse doit avoir sur ces plateaux? Il faut dire que moi j'étais du côté de l'Ouest quand j'ai vu le communiqué et justement j'étais coincé entre Bafoussam et Bameka sur un tronçon de moins de 18 km qui malheureusement a été coupé il y a de cela plus de 3 ans et que personne n'a jamais songé y remédier. Les populations sont condamnées à les contourner parfois jusqu'à Baké pour rejoindre Bamendjou. Et quand j'ai écouté le ministre de l'administration, je me suis dit, si présenter l'état et les manquements de notre pays qui semblent être ignorés par l'administration, c'est saper l'action gouvernementale. Oui. Et au-delà de ça, je me suis également posé la question de savoir pourquoi l'action gouvernementale n'est-elle pas communiquée par les organes chargés de le faire, parce que nous avons, au-delà d'avoir un ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, nous avons également d'autres canaux de communication que les membres du gouvernement peuvent utiliser pour communiquer sur leurs différentes réalisations. Mais malheureusement, on se pose la question à voir certains sites des ministères qui sont, je dirais, expirés depuis 6 mois. On se pose la question de savoir si les plateaux de télévision, les chaînes de radio, la presse écrite et tout autre organe de communication devraient se substituer
aux institutions de communication gouvernementale, vu que ce que la presse fait aujourd'hui, c'est essayer de discuter avec le peuple sur les problèmes qui sont les nôtres. Et quand on discute avec le peuple, on ne doit pas seulement présenter. Moi, je pense que sur ces plateaux, plusieurs fois, on a également parlé des grands projets. Et d'autres presses également parlent des projets structurants. On en parle et puis on questionne. Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que ça va rapporter? Est-ce que ça va rassurer? Je pense qu'en démocratie ou dans une république qui se veut, on ne peut pas empêcher aux gens d'avoir une opinion ou du moins vouloir réorienter l'ensemble de l'opinion. Le gouvernement a ses circuits de communication. Le peuple a besoin des analyses sur les sujets qui le concernent parce que parfois, ils ne sont pas au courant, ils ne comprennent pas le langage gouvernemental, ils ne comprennent pas le langage politique, ils ne comprennent pas le langage économique, ils ne comprennent pas tous ces langages-là. Et le rôle des analyses et des plateaux des médias, c'est justement d'éclairer le peuple sur ces questions-là. Donc moi, quand j'ai écouté, certes, on peut dire saboter l'action gouvernementale, mais malheureusement, j'étais justement sur le point de filmer ce tronçon. J'en avais déjà parlé sur ce plateau il y a plus d'un an. J'étais justement sur le point de filmer Aujourd'hui, dit saper. Restons sur les termes du ministre Paul Atanga-Dièye. Saper l'action gouvernementale. Saper l'action gouvernementale, je ne pense pas que si les choses sont bien faites ou faites comme il le fallait, on peut s'organiser pour saper. Il ne s'agit pas de saper, mais il s'agit de présenter les faits. Il s'agit de manière contradictoire même, hein, faut ajouter. Une analyse sur les faits. Et je pense jusqu'ici que le gouvernement n'est pas souvent, je dirais, contredit. Puisque nous avons eu plusieurs fois des communiqués, et il faut le dire, du gouvernement qui ont été par la suite démentis par le même gouvernement. Ça fait qu'à un moment donné, même le peuple se pose la question de savoir est-ce que la communication gouvernementale aujourd'hui a-t-elle encore du crédit? Voilà. Est-ce qu'on croit encore à la communication gouvernementale? Okay. Est-ce que le communiqué, est-ce qu'un communiqué gouvernemental aujourd'hui est reçu par le peuple comme quelque chose de vrai, de juste, de sérieux? Et poser ces questions, c'est être patriote, parce que le fait que le gouvernement se contredit parfois lui-même, le fait d'être parfois incohérent vis-à-vis de son peuple, pousse le même peuple à ne plus croire à ces communications. Faut-il, quand vous dites incohérent, vous faites allusion à quoi? La sortie du premier ministre John Gouté. Je peux faire allusion peut-être à trois après sujets. Paul Atanga-Dièye, très rapidement, il s'agissait, disons, l'année dernière des exactions de certains hommes d'armée malveillants dans le Nord, où le ministre de la Communication s'était précipité pour dire à l'époque c'était M. Issa Thioroma, pour dire non, il ne s'agit pas d'une image du Cameroun, c'est un montage. Et par la suite, le même ministre a avoué, sans toutefois demander pardon au peuple pour avoir préalablement menti. On a également vu le Premier ministre aller annoncer à Bamenda qu'on était en train d'initier un dialogue, tandis que le ministre de l'administration du côté de Paris, lui, l'annonçait que non, on ne dialogue pas. Et en plus, on a également vu le même gouvernement se tromper sur les responsables des casses de Paris et incarcérer des personnes qui n'étaient pas à Paris, au Cameroun, sur la base des actes qui sont passés à Paris, sans toutefois porter plainte au tribunal de Paris sur ce qui s'est passé à l'ambassade. Alors quand on regarde dans l'ensemble, on se pose la question, est-ce que la communication gouvernementale aujourd'hui est-elle encore crédible aux yeux du peuple? Aaron Begeni, sur cette question, la communication gouvernementale. D'entrée de jeu, parce que, comme je l'ai dit, on se contente des points de presse. On n'explique pas aux gens, aux journalistes, véritablement ce qui se passe. Le ministre vient, il lit un communiqué, puis on se sépare. Est-ce que c'est suffisant? Ce n'est pas suffisant, mais permettez-moi de battre en brèche ce qu'a dit le ministre Atanga-Dièye. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En la parole est la vie, et la vie est la lumière des hommes. Pour dire que personne, c'est avec la parole qu'on fait tout. La parole exprime la pensée. Auparavant, et dans les pays civilisés, avant qu'on commence à mettre en œuvre un projet, avant qu'on ne décide, comme
de la signature des APE, on organise un débat et le public participe et adhère quand il y a des explications convaincantes qui sont données. Que le gouvernement pense que, ou les gouvernants pensent que, lorsqu'après les élections, ils ont le mandat de gérer le pouvoir et de l'organiser en vue de la satisfaction des désirs du peuple, se leur donner la souveraineté? Non. Il faut, pour des questions sérieuses, pour les projets sérieux, recueillir l'avis du peuple, parce que ça engage le peuple. Donc, pour moi, informer, et même avant, la République est née des interventions que les précurseurs faisaient dans les aréopages. Il y avait des lieux publics où des gens allaient éclairer le peuple. Le peuple pouvait faire des objections et on amendait, on améliorait et on prend une décision. Le peuple adhère et on exécute facilement. Il n'est pas normal qu'on décide à la place du peuple, qu'on agisse sans consulter le peuple, et quand ça échoue, on empêche que ceux qui peuvent faire la lumière. Je pense que quand on met vos faiblesses à nu, c'est pour vous permettre de vous corriger. Chez nous, on dit à quelque chose malheur est bon. Mais il faut connaître le malheur. Il faut connaître là où on a péché, les limites de sa pensée, et recevoir les réflexions des autres pour améliorer. Okay. Je pense que cette intervention n'était pas opportune dans la mesure où il va de contradiction en contradiction. Vous négligez le peuple, vous le mettez à l'écart, vous avez le pouvoir, vous faites ce que vous voulez. Quand il y a des problèmes, j'ai suivi qu'il a cité Romains 13, 1 à 7, où il est demandé de prier pour le roi. Mais c'est dans un système théocratique. Et il a oublié de savoir que Samuel était vieux, fatigué, ne pouvait plus gérer Israël. Et le peuple a demandé à Samuel de leur donner un autre chef, apte, vigilant et qui contrôle. Samuel a voulu que ses fils continuent à gérer. Le peuple a dit non. D'où l'arrivée de Saül comme roi d'Israël. Ok, docteur Isaac Essam, le ministre pense que les débats sont organisés sciemment pour saper le moral de nos forces de défense et de sécurité, également l'action gouvernementale. En même temps, on lui pose la question de savoir, on veut bien organiser les débats, mais où sont les ministres pour venir défendre ces grandes opportunités? On ne les voit pas. Où sont les élus RDPC? On ne les voit pas. Bon, disons que dans un premier temps, c'est son opinion, même si il va falloir établir que lorsqu'une autorité politique, par exemple, de sa trempe décide de faire une observation, c'est sur la base de la remontée des informations. Oui, il dit que les autorités administratives l'ont saisi. Il dit clairement que ce sont les autorités administratives du littoral. Dans la relation entre le politique et l'administration, c'est l'administration qui est à côté des populations, la proximité, et c'est l'administration qui a l'information et qui peut donc faire remonter cette information. Maintenant, rien n'empêche que, à la réception de cette information-là, que le ministre pousse encore des analyses ou même davantage d'investigations. Rien ne l'empêche. Bon, maintenant, dans un cadre général, vous savez qu'il n'y a plus trop de sérénité dans le pays, ça on ne peut pas se cacher. Il y a des gens qui se plaignent de ceci ou cela. Et de l'autre côté, l'administration aussi agit, le gouvernement. C'est comme une compétition aujourd'hui, une contradiction, d'où les diverses positions. Bon, moi je n'aime pas beaucoup le champ politique partisan parce qu'il empêche d'analyser les choses véritablement. Je préfère rester dans le domaine purement scientifique. De ce point de vue, il y a communication. Ceux qui disent que le gouvernement ne communique pas, eux-mêmes ils savent que ce n'est pas vrai. Il est mieux de dire que le gouvernement ne communique pas assez, oui. Parce que
Ici même à Equino, j'ai souvent vu le ministre Grégoire Ouna passer, le ministre Thieroma, pour ne citer que ceux-là. Oui. Et ailleurs, on a parlé d'exception, hein, voilà. mon propos Effectivement. J'ai parlé d'exception. Et vous voyez, même il y a une grande mobilisation qui est observable. Après un discours du président de la République, vous voyez de nombreux ministres qui investissent. Donc on doit seulement attendre les sorties de C'est déjà une communiquer. étape. Vous avez dit qu'il y avait les exceptions. Je voulais aller au-delà de cela, montrer un peu plus des étapes. Et donc, de ce point de vue, il y a quand même une communication. Et la communication gouvernementale, elle est beaucoup plus perceptible au niveau des médias publics. Mais rien n'interdit. Parce que même les médias privés font partie de la nation, font partie de l'État, et donc on devrait le plus souvent le voir. Oui. Mais il y a deux considérations à prendre en compte pour ceux qui représentent l'État et qui viendraient intervenir sur les plateaux de télévision, sur les médias en général. Vous avez d'abord l'obligation de réserve. Vous savez, ceux qui travaillent pour l'État ne peuvent pas tout dire. Même si le peuple a soif d'avoir toute l'information, le peuple sera informé, mais ne sera jamais informé sur tout, parce qu'il y a des questions stratégiques. Oui. Vous avez aussi l'obligation de discrétion, qui va à la suite de celle-là, qui voudrait bien qu'on ne s'expose pas partout et n'importe comment. Donc, si les deux éléments... C'est valable seulement au Cameroun, apparemment. Hein? Non, ce n'est pas seulement valable au Cameroun, même ailleurs. Vous savez que c'est bien souvent parce que ce n'est pas valable ailleurs aussi, que ce sont les journalistes d'investigation qui vont fouiller et qui arrivent à rendre public ce que le politique voulait couvrir. La crise des Gilets jaunes, combien de fois on a vu le ministre Christophe Castaner sur les plateaux de télévision? Oui, mais est-ce que... Combien de fois on a vu le Premier ministre sur les plateaux de télévision? C'est bien de faire ces observations, mais on va vous dire aussi que est-ce que les différentes crises qui sont en train de se dérouler au Cameroun, on ne voit pas les ministres sur les plateaux de télévision? Oui, mais je vous ai dit qu'il n'y avait pas que les plateaux privés, il y avait les plateaux publics, sur lesquels on les voyait beaucoup plus. Même si je ne suis pas d'accord entièrement avec cette image, parce que j'estime que les plateaux privés sont aussi des cadres citoyens d'échange, oui, et qui sont même beaucoup plus regardés, parce que c'est aussi un fait. Ah, oui. Que vous le vouliez ou pas, les médias privés au Cameroun ont pris de l'ascendance au niveau des médias publics en termes d'image, en termes de communication et autres. Mais c'est d'abord avec les médias publics que le gouvernement commence. Okay. Maintenant, rien n'empêche de glisser... Et pourquoi son message passe? Il se contente des médias publics? Pas nécessairement. Vous savez, même lorsque l'information est gouvernementale, oui, elle atterrit d'abord au niveau des médias publics et puis à relais. La preuve, sa sortie qui a été faite, vous l'avez vu, c'était au niveau des médias publics et on a relayé. Donc ce n'est pas refuser, par exemple, que un ministre puisse même commencer aussi par les médias privés. Pourquoi pas? Mais tout dépend de l'organisation gouvernementale, tout dépend de la stratégie qui peut être mise en pratique. Mais moi, je pense aujourd'hui que dans les États modernes, en ce qui concerne l'espace public, en ce qui concerne l'espace de communication, quand on regarde par exemple la France, vous voyez que les médias privés sont beaucoup plus prisés aussi. Donc on pourrait avoir... Les gouvernements vont là-bas sans problème. Hein? Ils ne tiennent pas la part. Ils y vont, voilà, bien sûr. Maintenant, il faut qu'on suit un espace favorable à cela. Ici, notre espace est défavorable au Cameroun. Je veux dire que dans le cadre actuel, oui, quand vous voyez la compétition politique, quand vous voyez... les coups qui sont donnés au niveau du champ politique, oui, et dans les luttes des conquêtes de pouvoir, vous constatez vous-même que ça ne rassure pas tout le monde. Donc il faut être assez courageux, oui, pour les uns et les autres, de venir prendre la parole et d'indiquer concrètement ce qui se passe sous réserve. Je vous l'ai dit, là-bas, vous ne pourrez pas changer ça. Dans l'administration camerounaise, il y a l'obligation de réserve et il y a l'obligation de discrétion. Voilà, Hilaire Zipan, il nous a rejoint sur ce plateau. Hilaire Zipan, conseiller municipal à Douala Premier, conseiller municipal MP, progressiste. Bonsoir Hilaire Zipan. Bonsoir, je m'excuse auprès de tous les téléspectateurs de votre chaîne de télévision et de cette émission tant prisée et tant regardée par les Camerounais.
Hilaire Zipan, dites-moi, vous êtes un des rares élus, parce qu'aujourd'hui, ça ne concerne pas seulement les membres du gouvernement, on va le dire comme ça, qui fuient les plateaux de télé, il y a également les élus qui fuient les plateaux de télé. Vous, on peut les citer ici au niveau de Douala, il y a vous, Hilaire Zipan, très présent, l'honorable Marlise Douala-Bel pour le RDPC, et je crois que la liste s'arrête là. Pourquoi? Oui. Non, il faut d'abord dire qu'il faut que... Pourquoi vous ne voulez pas communiquer? Pourquoi vous... On va dire comme ça, on ne vous voit pas... Pourquoi les autres? Pas vous, hein, Hilaire Zipan. Je ne veux pas défendre ceux qui sont absents, mais oui. j'aimerais bien rentrer les décors pour que nous nous comprenions bien. Pourquoi on ne les voit pas sur les plateaux? Parce que c'est un exercice assez délicat, c'est un exercice qui a besoin d'avoir beaucoup d'emprise sur les éléments dont on veut transmettre aux téléspectateurs. C'est un exercice qui permet de dire ce que l'on a vu sans ne pas être pris à défaut dans l'argumentaire. Parce que quand vous êtes dans la contradiction, dans un plateau comme celui-ci, il est très difficile d'affirmer quelque chose qui n'est pas vrai. Tout de suite, vous êtes pris d'abord par votre contradicteur qui est en face, et ensuite, on a les réseaux sociaux aujourd'hui qui mesurent complètement. Ah oui. Parce que quand vous discutez ou quand vous prenez position sur un sujet, les gens qui vous regardent sont de différents ordres. Il y a les moins nantis pour comprendre le débat, il y a les plus qualifiés pour comprendre le débat, comme tout à l'heure, Dr Essama disait. Mais, en fait, il s'agit de quoi? Il s'agit de la République. La République, elle est organisée en institutions. Il y a l'exécutif, il y a le parlementaire, pour ne dire que le cas du Cameroun dans la décentralisation, il y a les collectivités. Voilà l'organisation gouvernementale que nous avons aujourd'hui. Ce n'est pas sorcier. L'exécutif est donc coordonné par le président de la République avec tous ses démembrements, les membres du gouvernement, les ministres. Et en cela, il a un arsenal qui lui permet d'avoir le maximum d'informations et un levier qui lui permet d'agir. La collecte de la fortune publique à partir de la fiscalité et bien entendu de pouvoir réinjecter ça dans l'économie parce que lui-même il est agent économique à travers un certain nombre d'instruments. Il a donc des instruments de renseignement tels que la police, tels que la gendarmerie pour savoir le pool. Ça c'est ce qui est de l'exécutif. Le parlementaire a besoin de faire du débat. Il a besoin de pouvoir donner son notion sur l'orientation gouvernementale après débat. Or, nous avons bien que, et c'est ce que disait tout à l'heure un de mes panélistes, il y a un déficit de débat dans ces institutions-là. Quand vous regardez le débat à l'Assemblée nationale, il y a une platitude. Vous voyez des débats extrêmement sensibles sur, par exemple, le budget de l'État. On ne voit pas trop bien les débats aller au fond. Vous avez les débats sur la modification constitutionnelle. On ne voit pas les débats aller au fond. On a la crise anglophone. Donc, on demande à corps et à cri un débat. On ne va pas au fond. Il va sans dire que comment on ne peut pas étouffer la vérité, comment on peut pas étouffer les problèmes qui se présentent à la société. Alors là, les médias comme la vôtre, une émission comme celle-ci, la reprend et les Camerounais trouvent l'audimat à suivre parce que ça les éduque. Et là maintenant, enfin, vous avez complètement les collectivités que nous sommes. Il faut dire aussi également que dans l'intérêt de ces collectivités, vous les couvrez par moment. On a refusé cette chaîne de télévision de couvrir les débats à la communauté urbaine. On a refusé cette chaîne de télévision de couvrir les débats au niveau de mairie de Douala Premier, qui est ma municipalité. Parce que qu'est-ce que les gens cachent? Ils cachent certainement un certain nombre de choses dont les populations sont. Et donc, par conséquent, nous qui avons le courage de venir, c'est parce que nous arrivons à poser quand même des actes suffisamment forts à l'intérieur de ces conseils-là, parce que nous connaissons ce que, en back-office, un certain nombre de conseillers perçoivent pour nous prendre comme mon cas. Sur le montant qu'on vous donne officiellement, c'est pas ce qui se passe en dessous. Et il est très difficile pour quelqu'un qui a la bouche pleine de venir parler sur le plateau. Voilà la différence. C'est ça qui empêche, qui fait qu'on ne voit pas sur les plateaux de télé. Les gens ont beaucoup de choses à se reprocher. Même chez vous, au MRC, hein, vous avez un élu. Hein, oui, vous avez un élu, l'honorable Soblazan, on ne le voit pas sur les plateaux. Qu'est-ce qui se passe? Il représente bien la personne qui devrait répondre à cette question. Il a bien su conclure en disant ceux qui ont la bouche pleine ne veulent pas s'ouvrir au débat. Vous savez, jusqu'à présent, le gouvernement camerounais pense qu'on démontre la vérité. Non, la vérité, elle jaillit. On ne demande pas la vérité. Le véritable problème, c'est parce que les gens ont mal fait les choses. Les gens ont mal fait les choses, que ce soit dans l'opposition, que ce soit dans le parti au pouvoir. Les gens ont mal fait les choses. C'est pour ça qu'ils refusent de discuter. Moi, je pense que si nous avons un projet de route, par exemple, comme l'accès est de la ville de Douala, par exemple, je pense que si un tel projet a un budget raisonnable que n'importe quel technicien peut approuver, je pense que si les chantiers sont lancés et configurés de telle sorte que n'importe quel ingénieur
peut apprécier. Je pense, le ministre ou les institutions en charge de la réalisation de ces routes, je ne pense pas qu'ils auront des difficultés à venir débattre sur la route, mais c'est parce que dans le fond, il n'y a pas la vérité. C'est ça le véritable problème. Alors, le problème de nos élus, c'est un problème qu'on avait déjà eu à poser sur ce plateau. C'est est-ce que ceux-là même que le peuple, parce qu'aujourd'hui, 90% de ceux qui sont au Parlement sont ceux qui sont appelés élites dans leur localité. Et la notion d'élite a été tellement dénaturée au Cameroun où on pense à un moment donné que l'élite, c'est celui qui a l'argent. C'est pour ça que le Parlement est constitué aujourd'hui en majorité des personnes qui ont des milliards et qui ne peuvent pas montrer leurs fiches d'impôts régulièrement payées. Mais il faut le dire. Alors quand vous allez parler sur la fiscalité et les conséquences de la fraude fiscale sur notre économie, mais comment aimeriez-vous que quelqu'un qui ne paye pas l'impôt vienne débattre sur une telle question? Ça devient compliqué. C'est parce que les choses ne sont pas bien faites que les gens pensent qu'il va falloir appliquer la méthode d'étouffement. Mais ils oublient que nous sommes au 21e siècle. Hier, par exemple, il y a des choses qui pouvaient passer. Le peuple ignorait tout. Mais aujourd'hui, ce n'est pas comme hier. Il y a un téléphone Android que chacun dispose aujourd'hui en main. Ça dit que s'il y a un accident de circulation, on n'a plus besoin de mentir comme hier, qui a eu 20 mois alors qu'il y a eu 50, parce qu'on pense à un moment donné qu'on a montré la gravité de l'accident pourrait traumatiser le peuple. Aujourd'hui, le peuple a même l'information avant les services concernés, avant les institutions concernées. La première conséquence alors de la stratégie d'étouffement est que les gens finissent toujours par croire qu'il doit falloir se révolter. Alors, le ministre Atangandi aurait, si moi j'avais une idée à proposer, aurait demandé d'abord au ministère et du moins à tous les services du gouvernement, pas seulement de la communication, à tous les services du gouvernement d'avoir des canaux de communication. C'est-à-dire que si le ministre de la Culture, par exemple, a une descente sur le terrain ou a fait une réalisation ou a accompli une action, mais il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la page Facebook, il y a le site internet, il y a les chaînes YouTube, où on peut avoir l'information même avant la chaîne publique. Alors quand le ministre accomplit une action, et il cache autant pour moi, mais pourquoi l'action est cachée parfois? Parce que l'action n'a pas été bien accomplie, le budget défini n'est pas raisonnable. En fait, on ne peut pas expliquer aux yeux du peuple, par exemple, comment est-ce qu'on fait pour sortir 4,5 millions pour acheter une moto. Alors, dites-moi comment un ministre, par exemple, qui sont 4,5 millions pour acheter une moto que nous voyons devant nos yeux tous les jours dans les boutiques à 850 000, comment un tel ministre peut venir débattre sur un plateau? Mais on nous a expliqué. Le peuple on nous a expliqué comment ça se passait pour qu'un camion de sable coûte 700 000 francs. Voilà. Vous voyez alors, par exemple, parlant des camions de sable de 700 000 francs, des camions de gravier qui fleuraient même les 1 million, comment un ministre peut venir s'asseoir sur un plateau et expliquer aux Camerounais qu'on peut acheter un camion de sable à 700 000 francs lorsque nous savons tous qu'ici à côté, juste à côté de nous là, le même camion de sable ne coûte pas 100 000 francs. Comment ce ministre peut expliquer? Donc, il y a un problème d'abord de vérité. Il y a un problème de vérité sur l'action gouvernementale. Il y a un problème de crédibilité de l'information que le gouvernement veut donner. Il y a un problème de chiffres. Aujourd'hui, tout est surfacturé. Aujourd'hui, monsieur Lézipan vient de nous dire que les sommes qu'on dit les avoir données en public n'est pas malheureusement ce qu'ils perçoivent en privé. Mais il faut avoir le courage pour venir le dire sur un plateau. Parce que si vous le dites, demain même le peu qu'on vous donne, on risque de ne plus vous donner. Donc Hilaire Zipan s'est exposé là. Il risque voir son enveloppe être si sauce. Et comme je ne perçois rien, c'est pour ça que je suis libre. Ah bon? Non. Okay. Je ne mange pas de cette sauce-là. Ok. Oui, les échanges m'ont permis d'avoir une idée. C'est l'absence du débat en amont qui crée le débat en aval. Exact. Ouais. Les membres du gouvernement viennent, tu aurais du vide. communiquent, Ouais. sans laisser l'échange, la dialectique. Voilà. Exact. Le point de presse. Et quand ils ont déjà commencé à agir, parfois mal agir, que nous voulons qu'il y ait redressement, correction, on en débat, au lieu de prendre des notes et de corriger,
on veut vous fermer les bouches. Exact. C'est ça le problème. Exact. Ailleurs, Pas très compliqué. un grand projet public, avant qu'il ne voie le jour, le maître d'ouvrage a l'obligation de saisir, il y a un organe pour l'ouverture d'un débat public. On nomme une commission pour recueillir tous les avis qui sort une conclusion. Est-ce qu'il faut faire l'autoroute ou pas, ici ou là-bas? Est-ce qu'il faut créer un port à Kribi avant les voies de servitude ou pas, ou intégrer dans le projet? C'est après le débat qu'on prend donc cette décision. Comme il y a absence de débat en amont, le débat s'impose en aval pour que le peuple ne soit pas abusé. Voyez les coûts des grands travaux. Et j'ai suivi ici à Equinox qu'il faut encore parler de quoi là? La voie de contournement qui était prévue dans le cahier de charges et qui risque de faire encore un autre contrat de gré à gré. Les travaux ont commencé ce matin. Voilà. Donc c'est l'absence de débat en amont Qui entraîne le qui débat, entraîne le débat en aval et on ne saurait nous fermer les bouches. Bien sûr. Vous êtes sûr? Nous avons le souci, nous aimons tous ce pays. Je vous ai déjà dit, Il y en a qui aiment je plus que suis d'autres. né ici, mon futur est derrière moi. Je n'ai plus rien et je ne crains rien. Docteur Isaac Essam, on va rester sur deux cas pratiques. Simple, tout le monde a vu. Il y a eu le problème au niveau de la pénétrante Est mardi dernier avec la descente du ministre des Travaux publics, l'ingénieur de la République, ministre Nganou Djoumissi. On a vu hier les images du stade Paul Biya Olembe. Est-ce que le montrer à la population et engager des débats là-dessus, c'est saper l'action gouvernementale? Je ne le pense pas, et je ne pense même pas que le ministre l'ait dit. Voilà pourquoi Non, dit non, tout à l'heure. ça, oui, bon, c'est pour Le mieux ministre dit cadrer et que, analyser. dit que les médias de Douala organisent des débats pour saper l'action du gouvernement. Je justement, vous demande donc, je vous prends donc ces Oui. deux cas, et il y a eu des débats là-dessus. Je vous demande si c'est... Moi, je vous dis tout de suite que ces deux cas-là n'entrent pas dans ce que le ministre disait. En réalité, comme je vous l'ai indiqué plus tôt, il est des questions sensibles. Vous avez entendu parler de saper, par exemple, le moral de l'armée. C'est par rapport à certaines informations qui sont données. Ce n'est pas le débat en lui-même qui fait problème. On veut débattre. Vous le savez très bien, ici au Cameroun, sauf si on est de mauvaise foi. Les médias privés, tout comme les médias publics, ont souvent mis sur la table un certain nombre d'informations et le gouvernement s'est très vite saisi pour résoudre. Parce que c'est aussi ça, dans la démocratie. On porte à la connaissance des décideurs publics les problèmes qu'il y a en cas de manquement et tout ça, et on voit si on peut corriger. Mais ce qu'on refuse, c'est la généralisation de cela ou l'extrapolation. Et maintenant, au plan gouvernemental, l'État, c'est beaucoup plus compliqué, peut-être pour lui. Pourquoi? Parce qu'il y a la nation. Dans la gestion stratégique de la nation, je vous ai dit, il y a des informations, bien qu'étant importantes, ne sont pas de nature à aider l'État. L'État préfère se réserver le droit de conserver ces informations-là pour mieux prendre les décisions. Malheureusement, nous, les populations ou les autres qui ne sont pas dans ces secrets d'État-là, nous nous brûlons d'envie de connaître et de comprendre. Vous comprenez? Donc, il y a cela. Deuxièmement, les acteurs politiques, justement, de l'opposition, qui ont cette information, profitent aussi, puisque vous parlez tout à l'heure de la concurrence politique, pour exposer cela. Donc, ça gêne considérablement l'État et le pouvoir en place, ce qui est un fait. Donc, les deux exemples que vous avez pris là, vous voyez très bien que le premier a été porté en public, on a commencé. Le deuxième encore que vous avez porté là en public, on n'a pas commencé. On n'a pas encore commencé, mais ça sera pris en compte. Donc, on a commencé parce qu'il y a eu débat, vous reconnaissez au moins? Tout à fait, je l'ai dit, non, les débats ne sont pas interdits. Mais j'ai parlé de certaines questions. Pour vous, c'est pas interdit, hein? Moi, je pense même pour les autres, c'est pas parce que le ministre parle de cette manière qu'on va extrapoler. C'est vrai quand même que pour un Camerounais lui dire qu'il n'y a pas de débat, c'est un problème. Nous sommes dans un pays qui aime bien les débats et c'est dans le cadre des débats que beaucoup de vérités sortent. C'est dans le cadre des débats
qu'on a des informations, et si nous nous accordons de ce que nous sommes en démocratie, mais la démocratie, c'est même le débat. S'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de démocratie. Okay. Et ce n'est pas le débat, même sur les plateaux de télévision. Parfois, j'ai été étonné. On vous dit débat, mais les gens vont dans le même sens. Mais ce n'est pas le débat. Ça, c'est l'échange ou la communication. Quand il y a débat, et d'autres ne comprennent pas que... Mais on n'est pas obligé d'être en accord avec l'autre dans un débat. On n'a pas cette obligation. Par contre, si ce que l'autre dit a un sens, on peut accepter. Mais on n'a pas cette obligation d'être en accord. Sinon, il n'y a plus débat. Donc le débat est bon, il est contradictoire, mais je dis, même en faisant ce débat, pour ceux qui aiment la République, il faut savoir qu'au-delà des passions, qu'au-delà de la compétition politique qui peut exister, au-delà même de l'envie de régler des comptes à certains, il y a des informations stratégiques qui sont telles que, si on les expose, c'est tout l'État qui perd, la communauté. Et donc, il faut les gérer d'une certaine manière. Mais je suis aussi d'accord que l'on tienne les populations informées ou l'opinion de manière continue, ce n'est pas mauvais. Ce que vous signalez tantôt là, que débat en amont, il y a souvent, vous savez qu'il y a des consultations, ça on ne peut pas le nier. On ne peut pas dire, il y a des consultations, on consulte souvent. Ce n'est pas le débat public. Non, je ne parle pas. Nous sommes dans le cadre du débat public. Le débat public. Les agriculteurs contribuent. Nous sommes au niveau du débat public. Je l'ai compris, mais il a en train de dans les séances de travail administratif. Permettez, docteur Sam, je vous prends le cas. Lorsque le ministre dit saper l'action gouvernementale, il ne nous dit pas en quoi véritablement, s'il était passé sur une chaîne de télévision pour expliquer. Oui, mais est-ce que vous l'avez invité déjà? Vous voulez qu'on invite le ministre à Tangazi? Puisque vous dites qu'il ne vient pas, ça suppose. Parce que si vous dites qu'un membre du gouvernement n'est pas venu, je suis d'accord. On a pris. Vous-même, le ministre Grégoire Rona vient souvent sur Equinox Télévision. Moi, je l'ai dit. C'est un des rares cas. Le ministre Grégoire Rona, il vient souvent. Le ministre Tiroma est pas. Oui, également. Tiroma également. Dans d'autres chaînes. Moi, je vais rapidement ajouter des choses en disant. Docteur Sam n'a pas fini. Je n'ai pas fini, oui. Permettez. Je lui réponds d'abord. Oui, je dis, commencez par inviter ces membres du gouvernement, et puisque vous avez ajouté également les élus locaux, les autres élus. Et on a dit, au niveau de Douala, il y a que les invité. Maintenant, si vous vous rendez compte, dans l'analyse, que vous avez par exemple adressé 10 invitations, et que vous n'avez que 2, en ce moment-là, heureusement, vous êtes très prudent. C'est une question que vous avez posée. Bien sûr. Vous n'avez pas affirmé. Et donc, en ce moment, pour avoir une affirmation que, effectivement, ceux-ci fuient où ils viennent. Mais pour l'instant, on ne peut pas encore le dire. Il va falloir l'inviter. Sinon, je le reprends encore, les débats sont essentiels. Mais pourvu que ce débat-là n'est pas pour finalité. Parce que vous, le journaliste, pouvez inviter des acteurs politiques et tout. Mais chacun peut avoir son orientation ou sa finalité, c'est pas vous. Vous comprenez? Et donc, si les débats débordent ou sont orientés d'une autre manière, le ministre, lui, va vous dire, cherchez à recadrer. Mais il n'a pas dit fin du débat. Puisque lui-même a besoin de ce débat-là pour prendre ses propres décisions. Donc, il faut tenir compte de tout cela. Moi, ce que je voudrais qu'on puisse peut-être garder, c'est que le Cameroun, c'est notre Cameroun, c'est notre pays. Il y a forcément les problèmes, on peut les résoudre. Évidemment, certains font montre d'arrogance souvent. En face d'autres font montre de provocation. Ça, c'est dans le champ politique. Mais dans le champ social, est-ce qu'on a besoin du développement? Et dans le développement, heureusement, l'élu local est là. Oui. Là-bas même, c'est explicitement indiqué dans les textes. On est dans la logique du gouvernement ou de la gouvernance par le bas. Le développement par le bas. Le maire ou le conseil municipal, même qui va pour la session, ne doit pas le faire sans se rapprocher d'abord des populations. Parce que les débats vont porter sur les propositions des populations. Et donc, si vous ne le faites pas, vous êtes hors sujet. Or, qu'est-ce qu'on observe? Il est mieux placé pour le dire. On est dans le hors sujet national en matière de gestion locale. Parce qu'on ne se rapproche pas de ces populations.
Mais même le pouvoir central aussi n'est pas excusé, doit, à travers les autorités administratives, à travers les organisations de la société civile et même les médias, prendre compte des préoccupations des populations et chercher à les résoudre par-delà leur propre perception qui pose problème aujourd'hui. Le top-down. Ok. Oui, d'abord, Poutine Zoudjou, avant, il a répondu. Oui, je voulais juste rappeler à Dr Sam que l'absence de communication sur le débat, surtout. Non, parce que d'abord de communication sur l'action gouvernementale fait suite à ce que ce gouvernement ne travaille pas. Là, c'est un fait. Et dire qu'il y a des sujets d'ordre stratégique que le gouvernement ne doit pas communiquer dessus. Je pense que jusqu'ici, les plateaux de télévision au Cameroun, à moins que je ne sois pas informé, n'ont pas organisé un débat sur la question d'armement. Est-ce que vous avez une liste des éléments sensibles? Je vais revenir tout doucement. Oui. Prenons le cas de l'accès Est de Douala, qu'on a traité pénétrante, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Prenons le cas de la pénétrante Est de Douala. C'est là-bas que j'habite. Vous voyez? Alors, quand on démarre le chantier devant moi, je suis en train de passer avec un ami, le jour où on démarre le travail sur le Dalo, j'ai dit à mon ami qu'il y a tout ici, sauf un ingénieur. Parce que le travail qui est en train d'être effectué là, moi, il ne s'agit pas de mon domaine, mais je peux le faire. Il me dit comment? Je dis, moi, je connais le flux que cette route connaît. La voie de contournement qu'ils ont fait à côté là, je ne sais pas si c'est pour transporter le ciment ou porter les fers ou c'est justement pour dévier les véhicules avant de faire le talon. Moi, je pense que si on avait ouvert les débats sur une telle question qui concerne directement le peuple, j'allais donner mon avis ce jour et si mon avis pouvait compter, ce qu'on a connu là-bas ne devrait pas arriver. Il s'agit de ça. Moi, je ne pense pas que c'est une question essentiellement stratégique. La stratégie dont vous parlez pour le cas de notre gouvernement consiste à ne pas diffuser les chiffres. Pour moi, c'est ça la stratégie. Absolument. Oui, aussi ça, comment faire pour qu'un kilomètre de goudron puisse coûter 10 milliards sans que le peuple ne soit au courant? Parce qu'en ouvrant le débat, justement, on va poser la question de savoir cette route va nous coûter combien. Au-delà de ça, si le ministre Atangandji trouve qu'on sape l'action du gouvernement, il va falloir que les ministres comprennent tout simplement que l'absence de communication gouvernementale est même l'origine des tensions sociales. Parce que pour vous savez, on nous dit en psychosociologie des entreprises que l'absence de consultation lors de la prise de décision est à l'origine des tensions au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que même les derniers ouvriers, même les vigiles de la porte qui touchent un salaire de 15 000 francs aimeraient de temps en temps que le DG de l'entreprise lui demande et si avant de verser le sable ici, on essayait d'abord de raquer les zèbres là, ne serait-il pas mieux pour que tu puisses mieux diriger les voitures des clients qui veulent garer devant toi et lui se sentira valorisé. Alors si aujourd'hui les gens se sont tournés vers les médias privés ou même vers les fake news des réseaux sociaux, c'est parce que quand il faut avoir une communication, le gouvernement ne fait pas. Et c'est nous qui subissons en fait, parce que ce peuple, c'est lui qui subit l'absence de communication. Parfois, il est même maladroit dans les questionnements. Mais il est maladroit, pourquoi? Parce que c'est lui qui était chargé de lui donner des informations, ne l'a pas fait. Lui, il fait ses analyses en fonction de ses propres incompétences et de ses propres incompréhensions sur le sujet. Il tire des conclusions et commence à critiquer le gouvernement. Aussi, au préalable, le gouvernement, avant de poser des actes, prenons le cas de notre économie. On est asphyxié, mais personne ne veut en parler. Mais pourtant, on peut dire au peuple que justement, voilà l'impôt que nous avons collecté, voilà à quoi ça nous a servi, voilà le pourquoi on ne parvient plus à supporter telle ou telle charge. Donc, si vous faites plus d'efforts en payant vos impôts, je pense que dès l'année prochaine, les gens vont... peut-être le Cameroun, on peut baisser la douane sur tel, on peut baisser la douane sur tel. Mais on préfère ne rien dire, augmenter les taxes comme on veut, sans consulter le peuple, faire subir le peuple des décisions de l'exécutif. Et puis, comme le disait là, je suis d'accord avec Dr Issa, même les élus locaux
quand ils vont au conseil d'administration, le conseil municipal ne tiennent pas compte de ceux qui leur a donné mandat. C'est pour ça que vous allez voir, par exemple, des traversées, des passerelles dans des quartiers, dans des villages. Ce n'est qu'à la fin des travaux. Non, des travaux, oui, qu'on s'en rend compte que cette passerelle, normalement, devrait se trouver de l'autre côté du quartier. Et qu'on n'a pas aidé, justement, le peuple à investir 50 millions là. Le peuple vient de perdre 50 millions de ses impôts parce qu'un homme a dormi chez lui. Il a trouvé que si ma voiture passe par ici, je vais vite arriver chez moi. Il dit, ok, on va faire la passerelle par ici. Et puis, c'est comme ça que notre pays est administré. Mais on tire tout ceci de qui? De celui qui gère ce pays depuis 37 ans, qui est reconnu comme un homme qui agit par le silence. Et que pour lui, lorsqu'il prend la parole, c'est pour frapper. Il n'a pas. Oui, non, je pense que beaucoup de choses ont été dites, mais je pense qu'il faut que l'on essaye de donner quelque chose aux téléspectateurs pour qu'on retienne ce pourquoi nous sommes là tous ce soir. Docteur Issam a tracé peut-être le cadre idéal. Docteur, ça c'est idéal. Je prends les textes qui organisent les collectivités décentralisées, donc le conseil que nous sommes. Il est dit dans les textes que le conseil est public. Public. Mais vous connaissez un conseil qui est public à Douala? Il n'y a pas de conseil public à Douala. On cherche jusqu'aux médias. À Douala, je vous dis, jusqu'aux médias, on n'en veut pas. Pourtant, c'est certain. On en veut beaucoup plus ces chaînes de télévision. Voilà. Vous l'avez dit. Ça, c'est la première. La deuxième, surtout Equinox Télévision. La deuxième, il a si bien dit, il y a des sujets sensibles qui, au cours du conseil, ne peuvent pas être débattus publiquement. C'est bien encadré par la loi. Comme les aides sur les aides de secours social pour les établissements, les appuis aux établissements, les aides pour les maladies spécifiques. Ça ne se fait pas publiquement parce que c'est un domaine assez sensible pour ce qui est de la gouvernance locale. Mais lorsque vous venez en plein conseil, pour ce qui est de mon conseil, et que subitement, et il a si bien dit, les gens refusent de donner les vrais chiffres pour des investissements faits, c'est ça qui pose problème. Vous prenez un monument comme l'immeuble de Douala Premier, qui au départ était prévu 845 millions et qui aujourd'hui coûte 3 milliards 200 millions. C'est aberrant. C'est en plein conseil. Comme pour les commissions, par exemple. Parce qu'il y a commission avant, il y a d'abord un premier débat en commission et puis il y a un débat exact. En plénière. Vous vous en rendez compte qu'on fait le débat en commission, on fait le débat en plénière, on arrête la délibération qui constitue le montant. Et le maire, sans délibération, je ne sais pas par quel tour de passe-passe, déborde complètement le budget avec l'accord de plus ou moins des gens. Passe des excédents budgétaires en non-valeur. C'est-à-dire que vous avez de l'argent en espèces à la fin de l'année. Et l'année qui suit d'après, vous dites je passe en non-valeur parce que ça a subitement disparu. Lorsqu'on fait des débats comme ça et que l'on saisit le tribunal criminel spécial et que 3 ans après, on ne fait rien, les populations doivent le savoir à partir de la télévision. Vous voulez que j'ai quelques espace pour expliquer. Vous le dites en l'intérieur du conseil, on ne vous écoute pas, on est obligé de le faire. On est l'un des rares partis qui faisons le compte rendu municipal. C'est-à-dire que le coordonnateur général, y compris Ekindi, et tous les autres conseillers, nous faisons le compte rendu. Mais combien de députés, ne serait-ce que dans la circonscription de Douala, font le compte rendu parlementaire? Une autre question. Voilà, madame, monsieur, c'est la pause. Nous allons marquer dans notre première pause aujourd'hui pour rencontrer Cédric Noufelet qui va nous donner les titres du journal. Cédric, bonsoir. Au sommaire. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous ferons le point sur les voies de contournement qui doivent être aménagées autour de la pénétrante est de Douala. Et vous le verrez dans ce journal, ce n'est pas l'entreprise chinoise qui est en charge de ces travaux pourtant prévus au départ dans son cahier de charge. C'est une autre entreprise des bâtiments et travaux publics, entreprise française, qui est déjà engagée sur l'aménagement des voies de contournement autour de la pénétrante est de Douala. Au moment où ces voies ont l'attention du gouvernement, qu'en est-il du reste des voiries, de la voirie urbaine à Douala, dans l'arrondissement de Douala 5e et d'autres localités dans la ville de Douala? Les populations souffrent du fait de l'état dégradé des routes sous le regard silencieux des autorités administratives. Nous en parlerons ce soir. Et nous irons dans l'une des régions septentrionales, là où un couvre-feu a été déclaré à Bankim en raison de l'insécurité et criarde et des mototaxis qui peinent à pouvoir joindre les deux bouts en raison de cette mesure administrative prise pour limiter des cas d'insécurité et d'agression
dans cette ville située dans l'une des régions du Septentrion. Nous parlerons également ce soir dans le journal de 20h d'un autre épineux problème qui se pose du côté de Yaoundé, à savoir l'accès à la terre qui divise encore plusieurs communautés. Elle s'exprime dans le journal de 20h au moment où la société civile attire l'attention des pouvoirs publics sur la nécessité d'apporter des réformes foncières afin de permettre aux Camerounais d'avoir un logement décent et d'avoir accès à la terre au Cameroun. Voilà, fin de cette première partie, madame, monsieur. On se retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Je vous laisse donc en compagnie de Cédric Nouffelé pour Alain. Le chantier de voies de contournement pour la pénétrante Est sont lancés. Vous l'avez vu, notre entreprise a été sélectionnée dans des conditions qui n'ont pas été dévoilées jusqu'à cette heure. Et pourtant, le gouverneur s'y est rendu afin de se rendre compte de l'effectivité du début des travaux d'aménagement de ces voies de contournement au moment où les populations s'interrogent sur la qualité des travaux qui sont en cours. Le gouverneur leur a demandé de prendre leur mal en patience et d'attendre la fin des travaux. Et pendant ce temps, les populations dans le reste de la ville de Douala, eux, ils souffrent le martyre sur des routes de plus en plus impraticables. C'est Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. L'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, c'est Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h. Dans un instant, la suite Equinox Soir. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief. Madame, monsieur, toujours en compagnie de Aaron Begeni Abek, Fotin Zodjo, Dr Isaac Essam et Hilaire Zipan. Hilaire Zipan, vous avez vu, comme tout le monde, c'est une bonne nouvelle quand même déjà. On commence par là. Il vaut mieux ça que rien. Ah, il vaut mieux ça que rien. Il vaut mieux ça que rien. Okay. Et je pense que si on ajoute à ça cette voie de contournement, on a un peu l'application de l'arrêté préfectoral, on peut avoir de la fluidité. Mais l'inquiétude reste pour les transporteurs routiers, bien entendu les camionneurs, comme nous sommes. Dites-nous, on a vu là, tout le monde va passer par là. C'est justement là que j'aborde. Je pense que tel que je vois les aménagements là, ça ne va pas prendre les camions. Ah, c'est pas parce qu'il faut des courbes suffisamment larges pour que les camions vivent. Et ces aménagements là ne sont pas de nature à rassurer. Qui a choisi ce tracé là? Il faut interroger l'ingénieur. Je pense qu'il faut interroger l'ingénieur. Et c'est ça, la gouvernance par embuscade. C'est le mot qui convient. La gouvernance par embuscade. On ne peut pas gérer une économie à la corbeille. Et un pays, c'est une planification et une programmation. On planifie, on programme. Or, à l'heure actuelle, qu'est-ce que nous avons? Il n'y a que l'économie du Cameroun n'a plus la fluidité financière nécessaire. Et donc, par conséquent, nous tendons la main pour accepter tout ce qui nous amène les finances. Et pour le moment, tout le monde sait que la Chine a énormément ces finances-là. Et donc, par conséquent, on accepte parfois sans beaucoup de conditions. Et nous avons le résultat que nous avons. Mais toutefois, nous pensons que cette route est névralgique et l'ingénieur de l'État n'a pas pris en considération tous les facteurs. Au-delà du fait que la pénétrante S permet de rallier Yaoundé, il n'en demeure pas moins que cette route permet de desservir le Tchad et la Centrafrique. Et vous savez bien que nous avons participé, le SNTRC, à une mission du corridor qui visait à valoriser le port de Douala et à rentabiliser le port de Kribi. Parce qu'on constatait que nous perdons les parts de marché sur le Tchad. Je rappelle à suffisance, pour ceux qui ne savent pas, que le Tchad importe déjà 50% pratiquement de son sucre venant complètement de Cotonou et non plus de Douala, au regard des tracasseries policières telles qu'elles sont faites à l'heure actuelle. Et donc, ces difficultés-là ne vont pas permettre en ce que les Tchadiens se sentent en sécurité compte tenu de la mission que nous avons effectuée, qui était composée des ports, qui était composée du Conseil national des chargeurs, de la primature, des syndicats et du BGFT, qui est l'instrument complètement de l'éjection de ce corridor-là. Et donc, par conséquent, nous allons encore retomber. Je rappelle en passant que par jour, il y a à peu près 350 conteneurs qui sortent du port de Douala en direction soit du centre, la capitale, et vers le Tchad et la Centrafrique. Vous êtes sans ignorer que la Centrafrique est en train de reprendre complètement son économie en main. Donc,
elle n'a pas, pour le moment, au moins, la Centrafrique n'a pas pour le moment des voies de contournement. Donc tous ces éléments mis font en ce que aborder une traversée, un renouvellement des travaux sur un axe aussi névralgique, sans ne pas mettre en perspective tous les facteurs, c'est un amateurisme qui vise à dire pour moi que c'est une injection à la corbeille et c'est un gouvernement par embuscade. Non, là, vous êtes en train de saper l'action gouvernementale. Là. J'essaie de dire les choses. Vous faites une voie de contournement, vous dites que... Non, j'essaie de dire, il vaut mieux plus tard que jamais, je l'ai apprécié. Mais pour autant, on ne peut pas faire. Je pose encore une autre question. Oui. Qui va donc payer cette entreprise? Ça fait partie du marché des Chinois? Oui, on en parle tout à l'heure. Alors, faut-il toujours des ruelles à l'intérieur de ces Dokpassi, c'est ça? Les voies de contournement, là, quel est votre avis sur cette voie de contournement? Déjà qu'il ne s'agit pas pour moi de saper l'action gouvernementale, mais de donner mon avis, Oui. qui est l'avis du mouvement pour la renaissance du Cameroun ainsi que ses alliés. Ces gens-là, quand vous arrivez il vous est déjà arrivé un jour à devoir 10 mois de loyer à votre bailleur, quels que soient les efforts que vous fournissez, le bailleur sera toujours derrière vous parce qu'il est difficile de se rattraper. Et pour le cas espèce du Cameroun, nous devons malheureusement 36 ans, 37 ans au peuple. Vous voyez ce qu'on est en train d'appeler voie de contournement aurait dû être facilement trouvé si le plan d'urbanisation déjà même de la ville de Douala existait. Parce que lorsqu'on veut construire une ville, vous voyez le quartier qu'on choisit ne dort pas si deux partant de la chefferie, c'est-à-dire entrant par la zone de recasement pour aller sortir à Paris. Donc, si vous connaissez même ce quartier, vous allez vous demander s'il fallait attendre la voie de contournement pour que des millions de personnes qui vivent là-bas voient la couleur de la Bourzelane un jour. Il s'agit d'un très vaste quartier étendu sur plusieurs hectares, mais sans route. Sans route. Il m'est arrivé une fois, je ne sais pas, il y avait eu, quand le pont s'était effondré, voilà, au niveau du pont de Ngodi, j'avais pris le risque d'entrer justement par Paris parce que je cherchais une route qui allait me conduire quelque part vers Dokpassi 2. Mais j'ai dû abandonner le véhicule pendant 2 semaines dans ce quartier et je me suis demandé comment les personnes qui sont là-bas vivent. Alors aujourd'hui, on veut faire une voie de contournement passant par là. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche les ruelles du quartier où on contourne derrière les maisons, on verse la Bourzelane. Mais malheureusement, il va falloir encore que les chauffeurs camions attendent la fin des travaux. Et nous ne connaissons pas quel autre scandale va surgir au cours des travaux, parce que s'il faut s'en tenir au chantier de la canne et autres, on craint encore qu'au cours des travaux, qu'on nous parle même d'un manque de budget ou d'un arrêt de financement par nos bailleurs de fonds, et que ce chantier connaisse des retards qui doivent venir rendre pire la situation des gros transporteurs. Mais une conséquence directe qui dégage de cette absence des gros transporteurs, que les gens ne veulent pas en payer comme si Zipan a directement tablé sur la question, c'est qu'en fait, on a le Tchad et la Centrafrique qu'on essaie, et ces pays se plaignent déjà depuis un certain temps de tracasseries policières. Il nous a dit que le Tchad payait il y a 50% de son sucre vers le Bénin, mais il nous a aussi dit que la Centrafrique se tournait davantage vers le Soudan pour ses importations, ce qui fait que des personnes qui se plaignent déjà de tracasseries policières vont commencer également à garer leur camion, attendre 22 heures pour sortir. Alors moi, je pense qu'actuellement, vu la gravité de la situation et le fait que le chantier soit déjà lancé, que la population s'est habituée à une certaine souffrance, on pouvait faire une vraie voie de contournement qui permet aux transporteurs vraiment, surtout les gros camions, de marcher. Parce que c'est un véritable manque à gagner de voir, par exemple, pour moi qui pratique l'élevage des poulets, de savoir que désormais je ne peux pas porter ni mes poussins, mes œufs et tout ça en journée. Si je vais les déposer dans un gros camion, il va falloir attendre 22 heures, sans compter qu'à 22 heures, lorsque ça déclenche, mais l'embouteillage qui est là ne dit pas son nom. Même si vous êtes piéton, vous n'avez plus place parce que les camions ont envahi la route. Alors, je me pose alors la question, est-ce que tout ça a été planifié? Mais il s'agit de ce que je dis, on n'arrive pas à devoir 10 mois de loyer impayé à son bailleur. On se bat, on paye 3 mois, mais avant de finir 3 mois, il y a encore un autre mois qui s'augmente, ça fait 8, on se bat, on paye 2 mois, et ça reste 6, mais sauf qu'en payant 2 mois, durant 2 mois, il y a encore 2 autres mois qui s'augmentent, ça revient encore, on va dans la précipitation, parce qu'il faut montrer aux yeux du peuple que malgré tout, on se bat
pour construire le pays. Le tout n'est pas de faire une voie de contournement si ça va devenir un supplice autant pour moi, pour la population. Le tout n'est pas de lancer un chantier si ça va venir rendre plus difficile la situation de la population qui vit déjà le martyre depuis des décennies. Okay. Je pense à un moment donné, Serge Alain, pour parler de cette voie de contournement, peut-être ça va venir alléger la situation, mais le fait que les gros transporteurs ne peuvent pas circuler sur ces voies que nous avons vues, puisqu'elles sont des ruelles du quartier qu'on exploite, et que ce sont d'ailleurs, parce que partant de Chefferie, Passy 2 jusqu'à Parisot, ce sont des routes qui devraient même déjà exister, vu le niveau de développement démographique qu'il y a de ce côté. Ce sont des routes qui devraient même déjà exister. Mais il va falloir attendre encore la voie de contournement, et je crains que d'autres scandales, que le ministre fasse alors tout pour que d'autres scandales ne naissent pas durant le chantier, des scandales qui peuvent freiner l'avancée des chantiers. Parce qu'on se demande, et si à jamais, ça fait comme le stade de Paul Biya, ces populations vont attendre encore pour combien de temps? Ok. Aaron Begeni, avec justement, après les images la semaine dernière, avec le ministre des Travaux publics, il y a eu ce problème posé sur la table. L'absence d'engorgement, la pénétrante, était due à l'absence d'une voie de contournement. Et on a aujourd'hui la voie de contournement. Votre sentiment? Mon sentiment, le gouvernement a apporté une réponse nette aux préoccupations de la population? Ça ne peut pas résoudre les difficultés. Oui. Seulement, ça me renvoie à notre première partie du débat. Pour des projets de cette envergure, ailleurs, même si on a l'habitude de dire que nous on est un État jeune, donc on peut encore aller à pied pour se développer, on devrait commencer notre développement en nous servant de ce que les autres ont déjà mis sur pied. On aurait, pour ce projet, organisé le débat. Ce débat public. Et le maître d'ouvrage aurait eu l'obligation de solliciter, parce qu'ailleurs, il y a une commission nationale du débat public pour ce genre d'affaires. Et lorsque la commission est saisie par le maître d'ouvrage, la commission nomme une commission spéciale pour ce projet, recueille. Même les riverains auraient fait des suggestions pour cette voie. Ils sont sur le terrain pour la voie de contournement. On prend ça en compte dans le grand projet et on engage le projet en faisant des économies. Parce que là, on va faire du gaspillage. Hein? Les avenants, on sait comment ça se passe. Et on voit encore la France derrière nous, en train de nous cogner. Et puis on dit, non, celui qui est là, il ne se laisse pas menacer, influencer par la France. Il a fait rompre les accords, il n'a pas renouvelé les accords d'il y a 50 ans. C'est des histoires. De toutes les façons, il faut qu'on apprenne à savoir que si on a reçu mandat du peuple pour utiliser la force, c'est-à-dire le pouvoir de gérer les ressources pour le bien-être du peuple, le peuple reste souverain. Il faut le consulter pour les grands projets. Ces gens de ce quartier, comme le copanéliste, auraient fait des suggestions d'hommes de terrain sur la voie de contournement. L'ingénieur intègre et procède à la réalisation, et ça nous fait des économies, et on passe à autre chose. Ce serait la même chose pour le port de Kribi. Ok, docteur Sam, sur cette, vous avez vu les images? Oui. Elle vous parle? Les images parlent. Bon, dans un premier temps, il faut saluer cet effort qui a été fait. C'est-à-dire trouver une voie de contournement pour il fallait déboucher. Absolument décongestionner la sortie est de Douala. Cette sortie-là. Et maintenant, les images aussi témoignent de ce que pour des véhicules de grand gabarit, ça ne sera pas facile. Et donc, j'estime que le gouvernement qui a pris cette mesure va sûrement continuer. Et c'est ce que je souhaite pour que tout cela se termine bien. On l'a vu déjà à Bonabéry à l'époque aussi, hein, quand on faisait passer la route
la deuxième route de Bonabéré, là, les populations ont souffert longtemps. Mais après, on a pu trouver une solution. Le problème du management public a été posé ici. Je vais peut-être vous surprendre. Tout ce que vous proposez là, on enseigne tout ça dans les écoles d'administration. C'est-à-dire, si vous allez à l'ENAM, vous enseignez là-bas. Vous allez à l'école, à l'Institut supérieur de management public, c'est enseigné là-bas. Vous allez au CFAM pour les collectivités locales, c'est enseigné. Comment on fait? Et la première des choses, même quand on a affaire aux autorités centrales et déconcentrées, il faut aller vers les populations parce qu'il faut se renseigner. Ce qu'on appelle la collecte de l'information stratégique pour la prise des décisions. Donc c'est enseigné. Mais environnemental. Oui, c'est cela pour les impacts, c'est beaucoup plus nouveau aujourd'hui. On tient en compte tout cela. Mais est-ce que dans l'application, ça suit? En ce moment-là, il faudrait peut-être tirer les oreilles des uns et des autres, ou interpeller, ou même imposer cela. Mais vous ramenez là le véritable problème de fond encore, qui est celui de la décentralisation effective. Docteur, excusez-moi un peu. Oui. C'est vrai ce que vous dites. Même dans les pays où nous avons copié et collé, on fait ces formations. Mais avant de mettre en œuvre un grand projet, on consulte. Mais il a Effectivement, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Et je vais même dans ce sens pour dire que la consultation que vous demandez là, elle est beaucoup plus importante dans le cas de la décentralisation. Pourquoi? Parce que tous les travaux que vous voyez traversent les communes. Autrement dit, les maires devraient être associés et les populations de ces zones-là. Et donc, quand vous êtes dans ce cadre-là, on ne fait rien sans demander l'avis des populations. Pourquoi? Vous pouvez avoir un projet, vous qui avez le projet, vous avez l'impression que le projet est bon, ou il est même bon conduit. Alors que ce n'est pas vrai. Parce qu'en réalité, ce sont les bénéficiaires qui donnent de la valeur au projet qui est conduit. Et ces bénéficiaires sont précisément les populations. Voilà pourquoi on demande de consulter. Et je profite ici, puisqu'il s'agit aussi bien souvent de donner des conseils pour que la situation puisse s'améliorer. Le 9 août dernier, moi j'ai été un peu choqué. Journée africaine de la décentralisation. Et puis, les conseillers du ministre l'amènent à organiser une table ronde à l'ENAM, au lieu d'aller plutôt au CFAM, là où il y a la décentralisation, pour montrer qu'il y a une volonté effective. J'ai jugé que c'était une erreur vraiment stratégique des conseillers du ministre. Mais passons. C'est pour dire quoi en réalité? Que dans la gestion et les propositions, effectivement, si tout n'est pas suivi et encadré, parce que tout ce qui se passe là actuellement relève dans le management public de ce qu'on appelle la planification, tout simplement. Lui, il a dit tout à l'heure, toutes les villes du Cameroun ont des plans d'urbanisme, vous ne vous dérangez pas, il y en a. Si vous allez où il y a les communautés urbaines, vous allez trouver, il y en a. Le deuxième pont, même sur le Vouré que vous voyez, si vous rentrez dans tout ce qui avait été planifié, le deuxième pont, on l'entendait en 1992. Le troisième, les gens ne le savent pas, il y a un troisième pont sur le Vouré. Prévu pour 2010. Hein, c'était... Voilà, bon. Vous voyez, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Il y a des projets, mais le temps qu'on prend pour réaliser, au moment où on réalise, les besoins ont augmenté. Voilà pourquoi on a souvent l'impression que rien n'est fait. Et c'est pour ça qu'il est aussi dangereux pour ce qu'on appelle l'idéologie alternative. Ça veut dire l'opposition de venir souvent discuter en disant le gouvernement ne fait rien. C'est très dangereux. Il faut tout aller de l'existant. Que ceci est fait. Ce n'est pas fait assez. C'est précisément parce que ce n'est pas assez fait que nous on propose. C'est déjà dépassé. Oui, c'est déjà dépassé. Attention, moi j'ai dit, j'ai dit ici d'entrée de jeu que quand vous... Non, je ne parlais pas de vous. Non, je comprends, puisque je suis de l'opposition, ça m'interpelle directement. C'est mieux que je recadre. Nous n'avons jamais dit que le gouvernement n'a rien fait. Nous avons dit la route est en train d'être faite, mais elle n'est pas bien. Non, on l'a su. Tout simplement, j'ai dit d'entrée, quand vous n'avez pas devoir 10 mois de loyer à un bailleur,
quels que soient les efforts fournis, le bailleur sera derrière. Non, vous. ça aussi, nous Et l'avons alors, compris. dans le cas du Cameroun, nous devons 37 ans de loyer au peuple. Non, C'est ça, ça c'est le problème. pas Ça veut dire que. Docteur. Ça veut dire que. C'est le débat politique. Oui, mais Moi, ça- je le ça- comprends. ça veut Je vous ai dire- dit, le Donc, débat oui. politique Docteur, il y a est peut-être quelque chose- légitime, Non, mais Merci. faut rester- on va on avancer. dit ceci. Il y a quelque chose Il y a qui un point m'embête. important que tout le monde attend. Oui, On va avancer. Ça, je m'adresse à Hilaire Zipan. Et l'entreprise qui est chargée aujourd'hui de faire cette voie de contournement était pressentie pour achever cette œuvre. Exact, parce que dans la Voilà, première voilà. phase, bien sûr. Permettez. sûr. Comment comprendre son arrivée en force pour la pénétrante? Qu'est-ce qui s'est passé? Un gentleman agreement entre les deux. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais si on regarde l'historicité Il y de la a construction un de rapport la- avec la sortie du ministre mardi en Vendovision. Évidemment, on ne peut pas vous dire tout ce qu'on a dans les coulisses. Nous, les syndicats, nous travaillons à l'heure actuelle en étroite collaboration avec le préfet pour essayer d'améliorer et baisser les tensions. Si tant bien qu'on sait que l'erreur est déjà commise, il faut se sortir de ce bourbier. L'entreprise en question avait fait la première. Et elle avait prévu une voie de contournement qui aujourd'hui n'est pas réalisée, mais qu'on essaye concomitamment de le faire. Ça, c'est le premier problème. Celle que nous connaissons, il y a ça. La deuxième, c'est que dans la réalisation de ce projet, compte tenu de la deuxième section, cette entreprise française avait préconisé la réhabilitation de l'ancienne route. Il faut le dire, avant le commencement des travaux sur celle-ci. Et c'était évident, ça se tenait, ça se comprenait. Parce que, compte tenu du fait que ça va à peu près 18 km, et c'était sur des pontions névralgiques, et Zuko vient de le dire, les voies de contournement ne permettaient pas aux camions de circuler. Donc, elle avait intégré cela. D'où le coût. Et donc, par conséquent, au moment donc de faire l'attribuer le marché, on a choisi plutôt celle qui amenait sur le marché le financement et non le projet. Il faut le dire. C'est pour ça qu'on a vu cette entreprise chinoise qui n'avait pas les enjeux. N'ayons pas peur. Et le ministre a si bien dit. Il a dit que la mission de contrôle s'est substituée à l'entreprise. Ce qui n'est pas normal dans des ouvrages pareils. La mission de contrôle donne un avis d'ouvrage. Disant, vous êtes dans les délais, ça se passe comme comme c'est prévu, et on avance. Mais maintenant, la difficulté vient du fait que quoi? C'est que dans l'organisation gouvernementale, elle est chapeautée par l'ingénieur des travaux publics, qui est le ministère des Travaux publics. Et naturellement, les autres départements ministériels ne sont pas mis en contribution pour essayer de voir des solutions. Ce n'est pas tant qu'on ne veut pas la route. Tout le monde veut la route. Mais la manière où on essaie de l'exécuter pose un problème. Et je voudrais... Il a dit quelque chose de très important tout à l'heure. C'est que si l'on donnait la possibilité à tous les acteurs de participer à la mise en chantier, et c'est ce que tente de dire Béguéné, on devrait plutôt trouver une solution optimale. Le problème, c'est qu'on écarte les acteurs majeurs et on essaye, comme si on avait la science infuse, de venir imposer à des gens des solutions qui ne sont pas adaptées. Pour trouver la voie de contournement, je vais vous faire une faveur. C'est le maire de Douala 3e qui a indiqué ces voies de contournement. Parce qu'en fait, c'est lui qui est le maire de la localité. L'autorité de proximité. C'est lui le maire de proximité. Et c'est avec le ministre des Travaux publics qu'on a pu contourner, qu'on a pu trouver ces petites voies de contournement parce que, en fait, il est l'élu de ce coin-là. Donc c'est pour ça qu'il a pu trouver ces éléments-là. Mais maintenant, tout le monde est d'accord que quand on voit la voie de contournement, ça ne va pas prendre les camions. Donc l'arrêté du préfet. Et donc nous demandons au préfet qu'ensemble, nous essayons de voir comment on peut améliorer. Et il a si bien dit, dès 21h, tous les camions démarrent en trompe parce que chacun va remporter ses délais. Et quand vous traversez complètement après 4 heures du temps et que vous allez tomber dans les tracasseries, c'est ce qu'on a un reportage à monter là avec les syndicats, cela pose aussi un autre problème. Il faut donc que maintenant qu'on trouve notre solution. Vous pouvez faire 4 heures de route, vous sortez de là d'une manière, et dès que vous pointez là, vous voyez un type qui a un contrôle, qui a une torche, qui vous demande les papiers du ciel et de la terre. C'est là que l'attention, et c'est ça qui peut être source des accidents. Donc, notre rôle, contrairement à ce que le ministre dit, nous ne sommes pas venus ici saper le moral des Camerounais. Pas du tout. Le seul sanctuaire que nous avons, c'est le Cameroun. Le seul pays, le seul espace que nous avons sur terre, c'est le Cameroun. Nonobstant tout ce que les gens veulent. Nous regardons tous dans la même direction, préserver le Cameroun, mais nous avons des options différentes. Et je chuterai par là. Oui, et on on dit a... que, il a dit bien le CEFAM. Mais mon cher docteur, le ministre pourrait parler au CEFAM parce que le CEFAM se trouve à Boya. Non, mais ça ne fait pas. Il y a souvent des dessins. Mais justement, le CEFAM se trouve à Boya.
Et comme ils ne veulent pas intégrer que la crise anglophone reste d'actualité, ils fuient le théâtre des opérations pour desservir complètement. Mais il fallait absolument. J'en conviens avec toi. Donc, on peut dire que la décentralisation ne peut pas être la concentration. Donc, en même temps, on dit décentralisation, en même temps, on fait la concentration. C'est ça le problème. Oui. Je voulais ajouter une chose, c'est que tout va bien dans ce sens, mais en matière de projet, compte tenu de l'urgence, on ne pouvait plus ouvrir une consultation. Exact. On prend parmi ceux qu'on avait déjà consultés, le meilleur, qui avait fait d'ailleurs la bonne offre. C'est pourquoi on était obligé d'aller... Donc vous comprenez ce glissement-là? Oui. Sauf que je n'avalise pas les causes du glissement. Non, on n'avalise pas les causes, mais on essaye de préserver autant que faire se peut le bourbier dans lequel nous sommes complètement rentrés. Il faut sortir de ce bourbier. Ok. Faut-il? Ça dit... Je ne sais pas, monsieur Ilès Ipan, si l'entreprise qui devait réaliser le grand chantier se retrouve aujourd'hui en train de faire la voie de contournement. En fait, ça veut dire qu'on a retiré le marché aux ayants droit. Il faut composer. Attendons le prochain jour. Attendons le prochain jour. Il faut composer. Attendons le prochain jour. La descente du ministre sur le chantier devrait amener n'importe quel Camerounais à s'interroger, ne serait-ce que les questions que le ministre avait posées à l'ingénieur chinois. Qui vous a donné le marché? Vous avez déjà fait une route où? Mais c'est des questions au-delà d'être, je ne sais pas, surréalistes, étaient même inquiétantes pour l'entreprise chinoise. Et vous gagnez un marché de construction d'une route et quelques mois plus tard, on attribue le marché de la voie de contournement à une entreprise qui avait d'abord vu son marché être retiré. Maintenant, quelles sont les causes de la perte du marché? Au début, on avait... Je voudrais dire qu'il faut faire très attention. Ouais. Moi, j'ai l'impression que subrepticement, on est en passe de rompre le contrat avec les Chinois. Voilà, mais le on est en passe. Oui, mais le problème... Le père d'être taxé qui sapon l'action gouvernementale. Non, ne sapon pas. Et motivé par les motifs que le ministre donne sur le terrain. La question de financement dont vous avez posé, parce que si on retire le marché aux Chinois, moi-même, je suis d'accord. Vu ce que j'ai vu sur le terrain, je dis que dès le premier jour, j'ai dit que je suis sûr que ce monsieur, on peut fouiller, on n'en trouve même pas dans sa poche un BTS en travaux publics. Je doutais, vu la qualité du chantier. J'avais dit ça depuis le premier jour et je le dis encore ici. Je doute fort que ceux qui sont en charge d'exécuter ce chantier ont déjà eu un jour à faire une route quelque part en tant que maître. Voilà. Maintenant, si on leur attribuait le marché parce que le financement venait de chez eux, aujourd'hui, si on leur enlève le marché, est-ce que nous aurons le financement nécessaire pour payer l'autre entreprise? Non, j'ai dit, on est à l'ajout des puissances étrangères sur la zone. Je vais revenir sur le problème, justement. Quand nous avons choisi, nous, de faire financer, ou du moins d'aller partout, tous les temps et en tout temps chercher des financements pour venir réaliser l'ensemble de nos projets, il va falloir qu'on s'y attend à de pareilles conséquences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il s'agit également d'une véritable guerre géostratégique qui se joue et c'est nous qui allons sortir perdants parce que nous n'avons pas de plan géostratégique dans l'exécution de nos marchés. Sinon, comment comprendre qu'une route qui produit autant d'argent, c'est la sortie principale du port autonome de Douala. Cette route produit autant d'argent. Elle est même une route de la CEMAC parce qu'elle ne nous appartient même pas totalement. Alors comment on se retrouve des décennies plus tard à demander ou à quémander le financement au point de vouloir subir toutes sortes de chantages pour réaliser un tronçon de 18 km. Ça montre que depuis notre indépendance, nous n'avons rien foutu pour ce qui est de la construction de notre pays. Et nous nous retrouvons un peu comme une femme que tout le quartier sait qu'elle est frivole et elle cherche encore un mariage dans le même quartier. Ça ne sera pas possible. Jusqu'à ce qu'elle change de quartier. Ce gouvernement, moi je suis désolé. Je suis désolé. Lorsqu'un quartier sait qu'une femme est frivole,
elle ne trouve plus le mariage dans ce quartier parce que Nous même si un prêtons le étranger Premier ministre de la arrive, paix. un voisin te dira, mon frère, là où tu vas là, tout le monde a et tu partiras. C'est pour cette raison que nous demandons à un moment donné l'alternance. Il faut l'alternance. Même si j'en pense qu'il n'y a pas d'alternance, que pour qui il faut l'alternative, mais il faut même l'alternance. Parce que ça, c'est un véritable chantage. Si le marché arrivait à être enlevé à l'actuelle entreprise, ça voudrait dire que le ministre des Travaux publics descendait sur le terrain justement pour participer à cela, afin que le marché soit retiré pour être remis à celui qui devrait d'abord réaliser le marché. Là, dans une guerre géostratégique, ceux qui perdent, ce sont les pays dans lesquels ces guerres se passent. Voilà, on est d'accord, ça continue. Après le deuxième pont sur le Vouri, la France et la Chine. Ça se déporte du côté de la pénétrante Est, la France et la Chine. Docteur Issa. Oui, c'est vrai que... Qu'est-ce qui se passe? Mais au-delà des calculs personnels des uns et des autres, même de la gestion publique, c'est vrai que les partis au contrat représentent un certain nombre de nationalités et que de ce point de vue, en géopolitique, ça pose un problème. Ainsi, il faut tout voir qui sont ceux qui ont gagné le marché et comment ils ont réalisé pour conforter les partenariats. Mais il faut aussi comprendre que on peut bien passer un contrat et que les difficultés d'exécution arrivent. Rien n'empêche au partenaire qui a donné à l'autre le contrat de retirer ce contrat ou de sanctionner ou d'orienter ou même de mettre la pression. Tout cela est prévu en droit. En cas de mauvaise exécution, on sait quoi faire. Mais il faut revenir sur l'essentiel. Et c'est ce Docteur que... Sam, est-ce que ça veut dire que la France, l'entreprise française est en train de prendre, c'est ce qu'on veut comprendre. Non, pour l'instant... Est-ce qu'elle commence par la voie de contournement pour tomber sur le gros œuvre? Est-ce que ça veut dire... Je suis un sociopolitiste. Oui. On a des sociologues d'abord. Oui. Chez nous, on ne commande pas ce qui va arriver. Oui, c'est-à-dire le sociologue donc vient en retard. on se contente Donc, de pour l'instant, on s'est la voie rendu de compte contournement d'abord. qu'il y a une urgence. Oui. Les Camerounais ont vu la situation, il y a une urgence. Et il faut une d'abord, réponse urgente. Oui. Si c'est une entreprise française qui peut réaliser cette urgence, mais le problème, ça aurait pu être une entreprise canadienne, Oui. marocaine, nigériane, Oui. peut-être pas gabonaise, ou même camerounaise, pourquoi pas. Ça ne me pose pas un problème de ce point de vue. Mais maintenant, est-ce Donc, que... l'entreprise était en embuscade, hein? Elle a perdu le gros œuvre. C'est ce qu'il faut expliquer. Mais je vous comprends. Non, c'est ce qu'il faut expliquer. C'est ce qu'il faut expliquer. Oui, bien sûr. L'entreprise était là, elle a Non, perdu. on le sait. Est-ce que Voilà. vous révélez aux Camerounais Non, que parce cette que là, vous entreprise êtes en train de perdu? dire qu'on aurait pu confier à l'autre. Mais l'entreprise Oui, était là. mais j'ai dit donc que si En on a embuscade. choisi cette entreprise qui attendait, Oui. hein, on aurait pu choisir une autre. Plus c'est un problème. Mais on n'a pas choisi une autre. Oui, on n'a pas choisi une autre. Ça, c'est le Pourquoi choix. c'est elle qu'on a choisi? C'est le choix politique en ce Ok, moment. là, Vous on est allez d'accord. demander aux acteurs Oui. pourquoi de ce choix. Oui. Mais il y a deux choses. Rapidement, on fait des grands signes, essentielles. hein, c'est terminé. Le suivi, l'évaluation. Ok. Ça, c'est un point. Deuxième point, réajustement automatique. Quand Ok. vous avez ça, vous n'avez aucun problème. 30 dans les secondes, projets. Hilaire Zipan, J'en c'est conviens terminé. avec lui, mais dans la passation des marchés publics contractants entre deux parties, il est établi qu'une tierce personne ne peut pas rentrer sans ne pas utiliser les clauses du contrat qui font en sorte que celui qui exerçait au départ soit mis au défi d'être radié. Ce d'autant plus que on ne peut pas contenter une entreprise française de cette dimension-là pour faire Ok. une voie de contournement. Merci. Cela laisse présager que Merci, dans les on prochains arrive au jours, terme. il va y avoir de rebondissements dans cette route-là. Merci, nous sommes arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Madame, Monsieur, on vous donne donc rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, et Coco, et Kedi.